Bonjour à tous. Alors moi je m'appelle Renaud Garbet, je suis le directeur de l'agence Hauts-de-France de CDC Biodiversité. Donc je vais vous présenter un petit peu de façon très macro, générale, la compensation écologique et comment l'anticiper, notamment dans le cadre de ces autorisations environnementales, pour être certain que celles-ci soient effectives après post-autorisation environnementale et que sa mise en œuvre sur une longue durée, minimum 30 ans. Donc l'idée, c'est que je ne fasse pas une présentation magistrale, donc il ne faut pas hésiter à m'arrêter. Voilà, si on peut échanger directement au fil de l'eau de la présentation, c'est parfait. Et puis sinon, vous pouvez aussi réserver vos questions sur la fin de la présentation. Alors, avant toute chose, très, très succinctement, donc, CDC Biodiversité, qui on est. Aujourd'hui, c'est une société privée, mais avec cette particularité d'être une filiale 100% de la Caisse des dépôts, donc instance publique. Et donc, nous, aujourd'hui, on porte justement des solutions de compensation, mais de façon plus générale de renaturation, pour trouver justement un bon compromis entre un développement économique, mais aussi une restauration et une préservation de la biodiversité sur le long terme. On intervient sur 3 axes principaux. On va en retenir un aujourd'hui. Donc la renaturation dans le cadre de compensation, je l'ai dit, mais aussi dans le cadre d'actions volontaires de renaturation. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on est en capacité d'apporter une solution de mécénat en fait, pour de la renaturation volontaire, en plus des subventions publiques d'un projet, et ça en dehors de toute obligation environnementale. Et on va suivre cette renaturation jusqu'en 2050, justement pour ce long terme. Donc, je l'ai dit, action de compensation, des recherches et de sécurisation foncière pour justement cette pérennité demandée par la compensation. On est en capacité de porter de l'acquisition foncière ou de la contractualisation, et je vous en parlerai aussi tout à l'heure. La mise en œuvre de travaux de génie écologique en maîtrise d'œuvre, et également la gestion et le suivi sur le long terme. Deux axes annexes, on est en capacité aussi, à l'instar de l'empreinte carbone, d'évaluer l'empreinte biodiversité d'une entreprise ou d'un produit sur toute sa chaîne de valeur, d'une construction de batteries électriques, production de minerais qu'on prend au Chili jusqu'à sa commercialisation en France. On est en capacité justement d'évaluer cette empreinte biodiversité et de faire prendre conscience justement aux entreprises l'impact que peut avoir toute leur chaîne de valeur. Et après, de façon plus générale, macro, on va dire, accompagnement, conseil sur les stratégies de territoire et de biodiversité. Ce qui est important, c'est que la société aussi, elle s'est dotée d'une raison d'être qui sont inscrits dans nos statuts. Et donc voilà, aujourd'hui, la raison d'être, c'est la suivante, c'est la biodiversité essentielle, et on agit pour sa restauration sur les territoires en créant, expérimentant et déployant des solutions de long terme avec les acteurs publics et privés. Avec 4 grands axes que vous avez ici, à la fois dans l'innovation, pour toujours générer un gain net de biodiversité par des actions de renaturation, la mesure d'empreinte de la biodiversité, les partenariats, et ça c'est important aussi, j'en parlerai tout à l'heure, et développer les expertises des équipes. Alors moi je vous ai dit, on est en Hauts-de-France, donc moi je suis le responsable de l'agence Hauts-de-France. Là c'est un exemple d'opération de restauration qu'on porte aujourd'hui pour le canal Seine-Nord Europe. On est maître d'œuvre du canal Seine-Nord sur leur compensation hors DUP, donc ça représente 400 hectares, et donc on conçoit les mesures de compensation jusqu'à la réception des travaux en maître d'œuvre. Et donc là, vous voyez la plantation d'un boisement ici, biodiversité, avec du coup un curage d'un bras mort qui était totalement envasé en bordure de l'Oise tout en haut. Et ici, on voit un balisage d'espèces patrimoniales et protégées par rapport au chantier. On a des partenariats en cours aujourd'hui, avec notamment un bureau d'études qui est aussi présent dans ce salon et qui fera une intervention demain, Odyssée Biodiversité. Et on a un partenariat en finalisation avec la SAFER, notamment pour ces questions foncières, agricoles et naturelles, et avec le Conservatoire des espaces naturels Hauts-de-France qui peut gérer aussi nos terrains de compensation sur le long terme.
Alors, qu'est-ce que la compensation aujourd'hui? Alors, il y a eu en 2016 une grosse avancée majeure qui est la loi biodiversité de 2016 qui, du coup, a précisé les choses et qui a fait en sorte qu'il y a eu une accélération un petit peu sur ces aspects compensation. Et notamment, elle précise qu'il faut éviter les atteintes à la biodiversité aux services qu'elle fournit. Si on ne peut pas les éviter, il faut les réduire. Et si on n'arrive pas à les réduire, on les compense. Justement, à la fois sur les espèces, les habitats et les fonctions écologiques affectées. Donc on compense bien les mêmes milieux et les mêmes espèces et les mêmes zones humides. Et ce principe doit viser un objectif d'absence de perte nette de biodiversité, voire tendre un gain. Alors il faut savoir qu'aujourd'hui, je ne fais pas là forcément la promotion de la compensation, parce qu'aujourd'hui la compensation ça coûte cher. Donc avant toute opération où on intervient avec des bureaux d'études en conseil et auprès des maîtres d'ouvrage, on regarde d'abord un petit peu comment leur projet a évité et réduit et si c'est suffisamment dimensionné en amont de leur autorisation environnementale. Et une fois que c'est le cas, on apporte justement cette solution de compensation. Aujourd'hui, nous ne sommes pas un bureau d'études, mais on est bien du coup un opérateur de compensation ou de restauration de milieu. Et justement, on intervient avec les bureaux d'études pour apporter cette solution clé en main sur l'aspect compensation, pré- et post-autorisation. Les 9 principes qui régissent la compensation aujourd'hui, j'ai fait un focus sur 2. C'est la question de la pérennité des mesures de compensation dans le temps. À la fois, il faut qu'elles soient effectives pendant la durée des atteintes. Et aujourd'hui, ce qui est, on va dire, minimum légal, si je peux utiliser ce terme, parce que ce n'est pas réglementé, mais en tout cas, les arrêtés préfectoraux qui imposent cette compensation, on est sur 30 ans minimum. Et il faut qu'il y ait cette proximité géographique et temporelle, forcément, les mêmes espèces, les mêmes habitats, les mêmes milieux. La compensation ne doit pas se substituer à d'autres subventions publiques. C'est vraiment, donc c'est pour ça que la compensation ne peut pas se faire dans des espaces déjà naturels, type des réserves nationales, des réserves naturelles régionales, dans des espaces naturels sensibles qui sont gérés par les départements et qui ont du coup des subventions dédiées pour faire cette gestion. Ensuite, il y a la notion de plus-value écologique, c'est important aussi également à avoir en tête. Cette plus-value écologique, il faut qu'elle soit traduite, il faut qu'on puisse la mesurer, la suivre, avec un objectif de moyens et un objectif de résultat derrière. Et ensuite, forcément, il faut que les mesures de compensation qu'on va proposer, il faut qu'elles soient efficaces dans le temps. Alors, deux réponses à la compensation. La première, il existe ce qu'on appelle la compensation à la demande. Donc, grosso modo, c'est quelque chose qui est au fil de l'eau. Un aménageur, un maître d'ouvrage a un besoin de compensation. Et donc, il va avoir, du coup, faire appel à des prestataires de services pour pouvoir l'accompagner sur cette compensation. Et donc, nous, on a développé, face à cette compensation à la demande, ce qu'on appelle les projets de territoire de biodiversité. Donc, on a toute une politique aujourd'hui d'acquisition foncière ou de contractualisation avec donc l'acquisition foncière en fonds propres pour pouvoir justement apporter déjà cette solution foncière et on en parlera tout à l'heure. Mais également en fait le travail partenarial avec des propriétaires, que ce soit des propriétaires privés ou publics, pour lequel on va pouvoir être en capacité de porter une contractualisation et un conventionnement par acte notarié pour vraiment inscrire, si vous voulez, les mesures environnementales au niveau du foncier et de pouvoir garantir cette pérennité également, avec du coup CDC Biodiversité comme opérateur. Sinon, il y a un autre aspect qui a été du coup développé grâce à la loi de biodiversité de 2016, inscrit dans la loi, qui s'appelle les sites naturels de compensation, les SNC, qui vont bientôt changer de nom, mais peu importe, mais qui aujourd'hui ont été initiés avec une expérimentation qu'on a portée dans le sud de la France. Et donc là, initié en 2008, qu'on a fait labelliser derrière. Et donc, il n'y a eu aucun SNC en fait depuis 2016 qui a été créé donc, depuis la loi officiellement. Pourquoi ? Parce que ça demande en fait des gros moyens. Si vous voulez, quand on fait un SNC, il faut identifier un terrain, soit avec une acquisition, soit avec une contractualisation avec une collectivité ou un porteur de projet privé. On travaille sur des grandes surfaces, généralement 50-100 hectares.
Et on va monter un dossier d'agrément qu'on va faire labelliser le site auprès du ministère. Ce dossier d'agrément, en fait, va, on va dire, régir, grosso modo, des grands principes comme quel type de compensation prétend dans ce SNC, quelles sont les espèces, on va dire, qu'on vise en termes de compensation. On va décliner tout le programme. Il faut que ça réponde aussi à un besoin d'aménagement du territoire où on sait qu'il y a du développement économique, où il y aura des besoins de compensation. Et donc, il faut pouvoir aussi voilà, se pas mettre, je vais caricaturer volontairement, mais pas se mettre en pleine campagne profonde où il n'y a aucun aménagement derrière, parce qu'on répond bien à un besoin. Et une fois que le label du ministère est donné, on va en fait déclencher tous les travaux de renaturation en un coup. Et derrière, on va ce qu'on appelle vendre des unités de compensation qui correspondent en fait à tous les travaux qu'on a pu mener. Et comme le prix de l'unité de compensation est figé par le ministère, le maître d'ouvrage il connaît vraiment le prix que ça peut représenter. Et derrière, on a l'assurance aussi que le dossier d'autorisation est forcément accepté à grande majorité parce que le site a déjà été labellisé, il a été porté aussi par les DREA, les DDT en local. Et donc quand une structure va piocher dans ce site naturel de compensation, et bien, grosso modo, on a un gain de temps en fait, par rapport à tout ça. Donc j'en ai parlé, mais grosso modo de façon très imagée. Donc la compensation à la demande, c'est on a une décision de projet par un maître d'ouvrage ou un aménageur. Il a des besoins de compensation qui ont été déterminés à dire d'experts et validés par les services de l'État. Encore une fois, les besoins de compensation aujourd'hui, la méthode de dimensionnement de la compensation, c'est important parce qu'il faut qu'elle suive un guide du ministère de juin 2021 qui donne une approche standardisée du bon dimensionnement de la compensation pour être sûr que chaque maître d'ouvrage puisse avoir des impondérables à respecter avec son prestataire bureau d'études. Et derrière, une fois que c'est défini, il y a la mise en œuvre des mesures de compensation par le maître d'ouvrage ou par un prestataire au cas par cas. Et la compensation par l'offre, je vous ai dit, il y a un achat de terrain par un opérateur. On va avoir toutes les restaurations de terrain qui vont être du coup effectuées. On va diviser le terrain restauré en unités de biodiversité. Bon, vous imaginez bien qu'on ne va pas mailler comme ça un milieu naturel très sommairement et schématiquement, mais l'idée c'est de dire par exemple 1 hectare égale unité de compensation et je vais vendre du coup cette unité à un aménageur et tout en ayant certain qu'il y a une structure dédiée qui va gérer la compensation pendant 30 ans. Et derrière, il y aura des contrôles et validations par les services de l'État. Je vous montre un exemple ici du seul qui existe en France aujourd'hui, qui est dans la plaine de l'Accro. Alors je suis désolé, il n'y en a pas encore en Hauts-de-France, mais j'espère que ça va arriver bientôt. Donc il y avait un ancien verger en faillite et en déprise sur une pelouse rase pâturée sur 357 hectares. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a racheté en fait ce verger et on a du coup porté tous les travaux de dessouchage de ce verger pour restaurer justement un milieu plutôt stépique et ras par rapport aux espèces ciblées que vous avez ici, donc une outarde canepetière, des lézards osselets, des eudicnèmes et autres, pour en faire une pelouse rase, accolée à un périmètre de réserve naturelle nationale. Donc le site aussi, il a une logique territoriale et on l'a retenu ce site en termes de logique territoriale. Et donc depuis 2010 en fait on porte, enfin même avant, mais en tout cas les travaux de gestion avec des plans de gestion associés se font. Et donc quand on a des aménageurs, un aéroport qui aménage une parcelle de terrain qui impacte des milieux naturels ou des espèces, eh ben, il va pouvoir venir, et il le fait déjà en tout cas, acheter des unités de compensation pour compenser, parce que l'important c'est que ce terrain a été restauré bien avant l'impact qu'il y a eu, et donc il y aura toujours ce gain de biodiversité, et la compensation est supérieure généralement à l'impact constaté. Alors, qu'est-ce qu'un opérateur? Alors, on a ici ce que je vous dis depuis tout à l'heure, donc un maître d'ouvrage qui a un besoin de compensation. Lui, il va donc avoir des obligations réglementaires par rapport à tout ça. Il va donc prendre attache avec un opérateur de compensation
qui va du coup, en fonction de deux cas de figure, si on n'est pas propriétaire, on va prendre attache avec un propriétaire et faire toute la démarche de recherche foncière et de convaincre en fait justement le propriétaire de mettre à disposition ce terrain pour de la renaturation. Et on va contractualiser avec lui avec un bail emphytéotique par exemple, une obligation réelle environnementale ou un bail rural à clause environnementale sur 30 ans. Le propriétaire va percevoir des indemnités foncières de mise à disposition de son terrain. Et nous, derrière, on va porter les risques techniques et financiers de mise en œuvre. Et donc, on va faire le portage financier parce qu'on va recevoir justement tout le coût que représente la compensation. Et je vais vous détailler les coûts que représente la compensation. On va porter les travaux en tant que maître d'œuvre. Donc, on va passer les cahiers des charges, travaux et les marchés de travaux pour le compte du maître d'ouvrage pour restaurer les milieux naturels. On va faire aussi tout ce qui est suivi, reporting et entretien du site. Et donc le portage entretien, je l'ai dit, avec des partenaires ou prestataires associés. Et si on n'est pas propriétaire, et si on est propriétaire, bah justement, on a acquis le terrain via une acquisition foncière en propre et on met à disposition ce terrain pour le maître d'ouvrage. Alors pourquoi sécuriser le foncier ? Il faut savoir que dans les dernières autorisations environnementales, le défaut de compensation est arrivé sur beaucoup de fois comme un vice substantiel qui est non régularisable. Et donc c'est l'entièreté de l'autorisation qui va être remise en cause si on fait un défaut de compensation. Et donc il faut effectivement du coup apporter des garanties, des gages d'outils fonciers et des garanties financières de pouvoir mettre en œuvre les compensations environnementales pour pouvoir justement rassurer et respecter la réglementation auprès de l'autorité environnementale qui va venir justement délivrer cette autorisation. Alors, si on rentre dans le détail, l'acquisition foncière, elle peut se faire sans rétrocession ou avec rétrocession. Lorsqu'il y a sans rétrocession, l'opérateur de compensation reste propriétaire du terrain pendant toute la durée de l'engagement et de ses mises en œuvre. Nous, aujourd'hui, on a une politique où, une fois que les terrains de compensation ont purgé leurs obligations réglementaires au bout de 30 ans, les terrains vont rester propriété de CDC Biodiversité, avec ou pas une rétrocession à des organismes de gestionnaires ou à une collectivité, mais pour toujours garantir la naturalité du site, en fait, en quelque sorte. Et ensuite, si on fait une rétrocession, on peut... Le maître d'ouvrage a pu acquérir le terrain et peut décider de le rétrocéder à son opérateur pour pouvoir justement faire ce portage foncier. Et après, il y a un petit outil qui est un peu annexe qui s'appelle la fiducie, qui est un transfert temporaire plein et entier de propriété avec une mission fiduciaire. Et là, il y a une spécificité parce que les assureurs ou les avocats peuvent être en fiducie. Sans acquisition foncière, il existe plein de modèles de contractualisation notariée. Le premier qui est porté par la loi biodiversité de 2016, qui est l'obligation réelle environnementale, qui est poussée en fait par cette loi biodiversité, mais avec juste un bémol, ça reste un acte notarié certes. L'intérêt, c'est qu'on inscrit au patrimoine immobilier de la parcelle toutes les mesures de restauration. C'est-à-dire s'il y a une vente, le preneur est obligé de porter ses obligations aussi en tant que propriétaire de renaturation, mais ça reste un contrat de droit privé entre deux structures et donc qui dit contrat de droit privé peut totalement être sorti, on peut casser ce bail en fait si les clauses en fait de résiliation n'ont pas été bien bornées. Donc nous on a la chance avec notamment la direction juridique de la Caisse des dépôts de pouvoir avoir des modèles qui soient bien sécurisants à la fois pour l'opérateur mais aussi pour le maître d'ouvrage qui met en œuvre sa compensation. Ensuite on a lorsqu'on fait du coup de la compensation avec le monde agricole, il faut savoir que c'est une éthique chez CDC Biodiversité de pouvoir travailler avec le monde agricole. Quand on part sur une parcelle de maïs intensif dénuée de biodiversité et qu'on demande et que le propriétaire et exploitant est d'accord pour faire un changement de pratique et faire une prairie de fauche ou une pâture avec un cahier des charges précis et de la replantation de haies qui est plus favorable à la biodiversité, il va y avoir une indemnisation en fait de cette conversion de pratique qu'on va calculer, qu'on va prendre en charge pour qu'il n'y ait pas de perte en fait financière
liées à la compensation pour l'agriculteur. Et ça, c'est notamment régi par un bail rural à clause environnementale. Ensuite, on peut avoir un bail amphithéotique, et là, le bail amphithéotique est très fort. En gros, on récupère la maîtrise d'usage complète de la parcelle, et on devient du coup l'amphithéâtre de la parcelle. Et après, voilà, il existe d'autres conventions un peu moins, on va dire, communes dans le domaine, mais qui peuvent être également intéressantes à mettre en œuvre en fonction des cas. Alors les stratégies foncières de compensation, aujourd'hui la pression foncière elle est importante. Donc on se retrouve confronté à la disponibilité du foncier par rapport à de la pression d'aménagement, mais aussi de la pression de compensation. Il est important à ce qu'il n'y ait pas la double peine, que le monde agricole, on prend des terres pour de l'aménagement et aussi on prend des terres pour de la compensation. Et donc c'est là aussi où sur la compensation on a tout un travail avec les filières agricoles locales, avec le maintien de l'agriculture agricole. En fonction, du coup, il y a des structures foncières qui peuvent se créer. Donc, soit les communes ou collectivités sont propriétaires de foncier, ou soit c'est des privés. Il y a la taille des parcelles qui rentre en compte. En dessous de 1 hectare, c'est difficile de porter une opération de compensation. Et après, c'est justement cette hétérogénéité au sein des territoires, et même au sein d'une même région, au sein d'un même département, on peut avoir du coup des cas de figure différents. La définition clé d'un opérateur de compensation, c'est quoi? C'est une personne publique privée, ou privée pardon, chargée par une personne soumise à une obligation de mettre en place de la compensation. Et donc de porter justement ces risques techniques et financiers de mise en œuvre, à la fois avec cette maîtrise foncière, cette maîtrise juridique, écologique sur le long terme. Alors comment on fait pour faire de la compensation? Et je vous montre un cas de figure ici. Lorsqu'on intervient en préautorisation, je vous ai dit tout à l'heure, nous on n'est pas un bureau d'études, mais on accompagne beaucoup les bureaux d'études là-dessus, parce qu'aujourd'hui, on voit qu'il y a un défaut en fait, à la fois de bien chiffrer les coûts de la compensation, de bien anticiper et d'assurer cette pérennité. Et donc on apporte cette solution avec l'identification et la maîtrise du foncier, l'éligibilité des sites, avec donc des expertises foncières pour de l'acquisition ou du conventionnement. On a un stock foncier, nous, aujourd'hui, qu'on constitue en région, avec la SAFER, avec le CEN, Hauts-de-France, avec d'autres partenaires, pour pouvoir apporter cette solution-là. Les questions juridiques, où je vous ai dit, lorsqu'on apporte cette garantie avec une lettre d'engagement d'un propriétaire qu'on joint au dossier de dérogation espèces protégées, et bien justement, ça va permettre d'apporter cette garantie aussi juridique associée, cette pérennité, ou une promesse de vente, et qui déclenchera derrière, bien sûr, la contractualisation, une fois que l'autorisation sera tombée, sur les différents types de baux que je vous ai cités tout à l'heure. L'écologie, forcément, c'est le cœur de notre métier aussi, c'est étudier que les sites soient bien éligibles à accueillir les espèces faunistiques et floristiques. Peut-être aussi préambule avant ça, la compensation, c'est important. Je vous ai parlé de plus-value écologique tout à l'heure. On ne compense pas dans des secteurs qui sont déjà naturels. Sinon, la plus-value écologique est très difficile à prouver et donc forcément ne répond pas entièrement à la réglementation. Et donc l'intérêt, c'est de trouver des terrains les plus dégradés possibles, mis à part les terrains pollués, où c'est autre chose, parce que le coût de dépollution est parfois très cher, mais en tout cas des terrains où il y a peu de biodiversité, avec un potentiel de renaturation important, et là on peut justifier cette plus-value, et là justement on a une action plus importante. Je vous ai parlé aussi, on a des équipes qui sont en capacité, sur la filière agronome et la filière forestière, de pouvoir justement calculer ces pertes d'exploitation. On a une peuplerée par exemple qui est souvent peu favorable à la biodiversité. On veut couper cette peuplerée pour restaurer une prairie humide et anticiper du coup la coupe de la peuplerée par rapport à la récolte qui était prévue. On va calculer et indemniser le delta justement pour faire en sorte que le propriétaire ou l'exploitant ne perde pas d'argent et qu'il soit bien assuré de ça. Et pareil pour les questions agricoles que je vous ai dit tout à l'heure. Lorsqu'on va accompagner aussi ça, on va chiffrer toutes les mesures de compensation complètes sur 30 ans en ne loupant aucun coût. La compensation ne se résume pas uniquement à un coût de travaux, mais on est bien en sorte de prendre en compte les indemnités foncières, les indemnités travaux, etc., etc. Et je reviendrai là-dessus tout à l'heure. Une fois que
on a bien dimensionné pré-autorisation la compensation, on va pouvoir, et que l'autorité environnementale et que l'arrêté préfectoral va autoriser le projet d'aménagement sous couvert justement de la mise en œuvre de sa compensation, on va intervenir en élaborant les plans de gestion sur 30 et 50 ans, des documents cadres qu'on met à jour tous les 5 ans, qui régissent de la vie et de la projection en fait, du site pendant 30 ans et qui planifient les objectifs et les actions. On va réaliser les travaux de génie écologique, notamment en tant que maître d'œuvre. Et donc là, maître d'œuvre qui peut être sur 30 ans ou sur une courte durée, tout dépend le montage. Et on va pouvoir aussi assurer ce suivi et ce long terme, comme je vous disais tout à l'heure, avec les travaux d'entretien et autres. Donc aujourd'hui, il faut savoir qu'à l'échelle nationale, on est à peu près, bon là le chiffre n'est pas à jour, mais propriétaire de 2000 hectares de terrain. Et on a déjà restauré 2100 hectares en France pour des opérations de compensation. Je vais vous présenter une petite vidéo, si ça marche, sur les travaux de compensation du canal Seine-Nord, si ça veut bien marcher. Bon, raté, le lien a été coupé, mais je vais vous présenter l'autre, du coup, qui est exactement la même chose, d'une opération qu'on a fait en Bourgogne. Et je n'ai pas le son, mais je vais vous la commenter. Donc c'est une opération en fait où voilà, on a créé une zone humide naturelle sur un enchaînement de monoculture. Grosso modo, on a donc porté par la DREAL Bourgogne qui était justement qui avait un besoin de compensation pour la création d'un barreau routier qui impactait de la zone humide et notamment aussi des zones humides d'expansion de crues. Et donc on a pour justement la DREAL porté ces opérations en maîtrise d'œuvre. Donc on a parti d'un champ en fait qui avait des horizons humides aussi du sol, etc. On a totalement décaissé le sol, remodelé les terrains pour pouvoir du coup retrouver des horizons plus humides qui étaient juste en dessous en fait des couches de labour. Et derrière, voilà, vous voyez un petit peu, on a recréé donc à la fois des champs, des étangs ou des mares que vous allez voir tout à l'heure. Donc là, c'est une grosse opération. Il faut savoir que ce soit de la compensation ou même de la gestion de milieux naturels, que ce soit dans des réserves naturelles aussi, etc., il y a des pétoles qui rentrent dans des milieux naturels, il y a des gros engins qui rentrent. Il ne faut pas croire que justement, là c'est impressionnant, mais dans les réserves naturelles, c'est exactement la même chose qui se passe aussi en fonction de certains sujets. Donc là, on a planté pas mal d'arbres aussi, donc des arbres adaptés en végétal local. On a ressemé et reterrassé des berges, etc. Il n'y a eu aucun apport d'eau, donc qui montre que justement les précipitations et puis les horizons humides fonctionnent. Et justement, voilà, après, il y avait tout un volet aussi d'ouverture au public où on a pu mettre un platelage bois pour faire découvrir aussi cet espace naturel recréé avec la collectivité en question. Et donc vous voyez, petit à petit, ça a pris forme, ça a pris vie. Et donc on a réensemencé aussi des prairies naturelles avec un mélange aussi de graines qui étaient adaptées au contexte local également sur pas mal de surfaces. Et tout de suite, on a vu apparaître aussi des espèces en question, que ce soit faunistiques ou floristiques, très intéressantes par rapport à ce qu'on visait. Donc en peu de temps, on voyait les évolutions du paysage. En peu de temps, on a eu de la renaturation. Et là, la compensation, c'est 15 ans en fait, d'entretien de cet espace-là, financé en totalité par la DREAL. Voilà, des petits îlots pour des sternes, par exemple, ou d'autres oiseaux qui ont été proposés.
Pardon? Ah non, non, alors là pour le coup pour cette opération on n'a pas introduit des espèces. Les seules introductions d'espèces qu'on peut faire c'est lorsqu'on va déplacer des espèces floristiques qui s'y prêtent dans la zone de compensation pour éviter qu'elles soient impactées par un projet. Et après, lorsqu'on a sur des amphibiens où on peut une création de mare et une mare qui va être détruite, et ben on peut faire un transfert de population. Mais c'est vraiment, vraiment le cas le plus on va dire, c'est vraiment le cas de figure, c'est ces deux cas de figure qu'on peut faire parce qu'on ne va pas venir mettre des chauves-souris, on ne va pas venir mettre des oiseaux, etc. C'est pour ça que le choix du site de compensation est hyper important parce qu'on doit justement démontrer que le site il peut être soit colonisé naturellement parce qu'il y a des espèces présentes autour qui sont similaires et dans ce cas-là on peut derrière pouvoir assurer et se projeter sur l'équivalence écologique qui est recherchée. Un petit mot aussi, justement, j'ai beaucoup parlé de maîtrise d'œuvre en génie écologique. Alors, la maîtrise d'œuvre en génie écologique, c'est important et je tiens à faire la distinction en ce qu'on appelle un suivi écologue de chantier, qui est pas du tout la même chose et qui n'a pas le même poids. En fait, par rapport aux entreprises travaux, la maîtrise d'œuvre, c'est quelque chose qui est réglementé aussi. Il y a un texte de loi, la loi MOP, qui régit ce volet-là et qui donne en fait les pouvoirs au maître d'œuvre pour pouvoir porter les travaux, stopper un chantier, ne pas réceptionner les travaux tant qu'ils ne sont pas conformes au cahier des charges. Et donc ça donne un vrai poids derrière à la structure en question. Et donc les opérations de compensation, moi j'attire votre attention sur le fait de prendre attache avec un maître d'œuvre spécialisé en génie écologique, comme nous par exemple, pour ça. Et donc on va faire la conception du projet à différentes phases de précision, jusqu'au cahier des charges travaux, donc le dossier de consultation des entreprises, où on va passer les marchés de travaux pour notre compte ou pour le compte d'un maître d'ouvrage public. Et derrière, on va suivre les travaux, en suivi de travaux, faire les réceptions et tous les travaux de finalisation. Ce qui vous apporte aussi la garantie d'avoir des végétaux lorsqu'on fait des plantations. Lorsqu'on passe des marchés de travaux, on peut inclure une garantie végétale pour laquelle pendant 2 ans, l'entreprise va remplacer tous les plants morts, en fait, que ce soit de mort naturelle ou de mort particulière liée aux intempéries ou autres. Et donc on va remplacer ça. Et donc nous, on va faire des constats de reprise de la végétation et des végétaux pour être sûr et certain en disant, bah voilà, il faut que vous remplaciez tant de plants. On a fait ces constats et c'est dressé dans un procès verbal. Et voilà, c'est une procédure très particulière. Et un dernier sujet sur les coûts de compensation. Ce qui est important, c'est qu'il faut garantir que les compensations soient efficaces. Et pour que ça soit efficace, il faut que ça soit techniquement efficace, mais aussi financièrement supportable par un maître d'ouvrage. Il ne faut pas que ça soit sur des choses qui ne sont... sur des solutions de compensation qui ne sont très peu mises en œuvre ou dont on ne sait pas si ça marche ou voilà, des choses expérimentales. Non, non. Il faut que ça soit vraiment techniquement et financièrement réalisable. On va chiffrer le coût complet de la compensation. Le maître d'ouvrage peut demander des garanties bancaires associées. Et la pérennité est assurée par le foncier et par aussi la capacité financière au maître d'ouvrage de financer la compensation avec tout ce que je vous ai dit tout à l'heure. Et donc, une sous-estimation des coûts, ça entraîne quoi? Une remise en cause du modèle économique pour un maître d'ouvrage. La compensation coûte cher. Je vous donne un chiffre. Aujourd'hui, la compensation, ça coûte entre 80 000 et 100 000 euros l'hectare restauré sur 30 ans. Donc, par exemple, un maître d'ouvrage, et donc ça, c'est pas le coût de CDC biodiversité, c'est le coût, grosso modo, en retour d'expérience, que coûtent tous les postes que je vous ai mis ici, en moyenne. Donc ça comprend des indemnités foncières, la contractualisation, les inventaires naturalistes, les plans de gestion, la maîtrise d'œuvre, les travaux initiaux, les travaux d'entretien, les suivis, les mesures, etc. etc. Avec l'indexation des prix, parce que vous imaginez bien que sur 30 ans, il faut pouvoir aussi indexer correctement les prix. Et là encore plus, on le voit avec la guerre en Ukraine qui a fait augmenter les coûts des carburants où il faut venir décaisser un terrain pour créer une mare. Et ben, l'entreprise répercute ses coûts directement sur les coûts de compensation aussi. Donc là-dessus, il faut pouvoir aussi l'anticiper. Et donc, tous ces coûts, un maître d'ouvrage qui a besoin de 10 hectares de compensation, et ben, grosso modo, ça peut lui coûter 1 million d'euros. Et donc, c'est pour ça que la compensation, ça coûte cher et qu'il faut être sûr de bien avoir évité et réduit avant. Ça peut entraîner aussi une mauvaise mise en œuvre de la compensation si on l'a mal dimensionnée. À titre d'exemple, en fait,
les coûts en fait, du canal Seine-Nord, notamment pour de la compensation hors DUP. Quand on est arrivé sur le sujet post-autorisation environnementale, on a repris en charge tous les plans de gestion, on a redimensionné les coûts travaux, etc. On a fait des estimations. On était à 2 fois supérieur aux coûts que les bureaux d'études avaient chiffrés. Quand on a passé les marchés de travaux, on s'est rendu compte effectivement que les entreprises étaient bien dans notre estimation. Et donc voilà, ça c'est quelque chose qui, quand on est sur des coûts à plusieurs millions d'euros, quand on demande à faire x2, vous imaginez bien voilà, les coûts associés. Et voilà. Et après, les indemnités financières, il faut faire attention que ça ne représente pas plus de 30% du coût global de la compensation. Sinon, le modèle n'est pas pérenne. Voilà ce que je peux vous dire sur les sujets de compensation de façon globale et générale.